Notre invité ce matin, c'est Serge Wimbert. Bonjour, vous êtes le président fondateur de Wimbert Capital Partners, 1,6 milliard d'euros d'actifs gérés, un des acteurs majeurs du private equity. Vous avez créé un des premiers fonds dédiés à l'accompagnement des PME et des ETI du secteur de la sécurité et de la défense. On va parler du financement de la défense, mais avant, je voudrais avoir votre avis sur l'ambiance budgétaire actuelle, sur les négociations, sur ce MEDEF qui prépare une manifestation des patrons. Est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que vous allez y aller le 13 octobre? Comment vous voyez le climat actuel? On ne peut pas dire qu'il soit exceptionnel. Il y a beaucoup d'inquiétudes. D'ailleurs, ça se voit dans le taux d'épargne. 19% de taux d'épargne, c'est quand même 4 points de plus qu'habituellement. Il y a un sentiment, effectivement, de crainte parce que, en fait, les problèmes principaux ne semblent pas vraiment abordés. Le problème principal, c'est la dépense publique. Et donc, tout le monde se concentre sur des mesures fiscales, la zoukmania, toute une série de sujets qui ne sont pas au cœur de nos problèmes. Je ne parle pas de la fiscalité sur les plus riches ou de l'équité fiscale, mais simplement le cœur de notre sujet, c'est la dépense publique. Nous avons aujourd'hui 170 milliards de déficit. La dette, ça n'est pas une abstraction, c'est la somme des déficits antérieurs. Donc, si nous ne parvenons pas à maîtriser cette dette publique, eh bien, comme la dette croît maintenant plus vite que le PIB et qu'elle fait plus que le PIB, c'est une spirale sans fin. Donc nous avons une urgence absolue à réduire la dépense publique. Il y a le fait de ne pas parler de l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire la dépense publique, mais il y a aussi, selon le MEDEF, et ce sont ces mots pour organiser leur grand raout du 13 octobre, ils disent stop à la stigmatisation, réussir, c'est pas une honte. On a un problème avec la réussite dans notre pays? Je crois que c'est un sujet c'est une perception qui est liée au débat politique. Le débat politique est très animé avec effectivement une stigmatisation des riches, des entrepreneurs présentés comme des riches. Alors beaucoup d'entrepreneurs ne sont pas des riches, ce sont des gens qui travaillent et qui ne travaillent pas nécessairement pour l'argent. La volonté d'un entrepreneur, avant tout, c'est d'entreprendre, de développer son affaire, de créer des emplois. C'est pas tous les entrepreneurs que je rencontre, ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, qui prennent des risques. Donc c'est absurde d'imaginer que l'entrepreneur, le patron, sous toutes ses formes, parce qu'il y a les grandes, il y a les petites, il y a les moyennes entreprises, est quelqu'un qui est avide d'argent et ne pense qu'à ça. Et effectivement, ça crée un climat qui est terrible. Parce que qui a envie d'entreprendre dans un univers où il y a une telle stigmatisation? Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissances, notamment dans le monde politique, de ce qu'est la réalité de l'entreprise. Et je pense que peut-être nous avons aussi, les chefs d'entreprise, tous là où ils sont, à faire mieux connaître l'entreprise. Et il faut le dire aussi que nous avons une classe politique qui connaît très très mal l'entreprise. Quand vous regardez les carrières des hommes politiques aujourd'hui, quelles que soient les tendances politiques, très peu ont eu l'expérience de l'entreprise. Mais quand on entend Éric Larchevêque ou Marc Fiorentino l'a dit sur ce plateau, ou encore Anthony Bourbon dire « Je ne conseille pas aux jeunes entrepreneurs de rester en France ». Il n'y a pas assez de reconnaissance, on n'arrive pas à lever des fonds, il faut aller ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. Et puis, moi, à titre personnel, j'ai une philosophie simple, c'est que je me bats où je suis. Et je ne suis pas son argent. On a un pays magnifique, qui a des infrastructures, qui a des compétences, où il y a des entrepreneurs. Il y a énormément d'entrepreneurs et on le voit. Et je dirais, par rapport au début des années 2000, on en a encore plus. Donc ça vaut la peine de se battre et de résister effectivement à cette tendance qui est mortifère. Mais ça passe par toute une série d'actions aussi, par une série de disciplines. C'est vrai que si la dépense publique continue à croître, 57% de la dépense publique par rapport au PIB, alors que nous n'avons que 45% de recettes, c'est-à-dire qu'on a aussi un taux de prélèvement fiscal, de prélèvement obligatoire, qui fait de nous le premier en Europe. Le premier parmi les 27. On est le deuxième en dépenses et le premier en recettes. On est au bout du système. Donc nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais on entend ce matin qu'on va augmenter la flat tax à 36%. Donc on n'est pas encore complètement au bout du système. Il y a encore un peu de marge sur la fiscalité. On est loin du système. Mais est-ce qu'il faudra que des grandes entreprises, ce fut le cas en Suède il y a maintenant assez longtemps, partent pour que les gens se réveillent? Je ne le souhaite pas, mais ça peut arriver.
Des grandes entreprises. Ça peut arriver. Pourquoi? Parce que notamment, nous avons dans les grandes entreprises, je ne parle pas des grandes entreprises familiales, mais un capital qui est largement détenu par des actionnaires étrangers. Pourquoi est-ce qu'ils accepteraient d'être actionnaires d'une entreprise qui est sous un tel réseau de contraintes? Donc, nous ne sommes pas dans une situation irénique où le monde nous regarde simplement. Prenez le cas des investisseurs étrangers aujourd'hui. Nous en avons beaucoup et chez WCP, nous avons beaucoup d'investisseurs qui sont intéressés par ce que nous faisons. Aujourd'hui, un investisseur étranger, il a le choix d'investir partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il viendrait en France avec une telle incertitude et des paramètres qui, objectivement, ne sont pas bons? Et qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis que ce qu'on fait chez WCP, c'est-à-dire investir dans des entreprises de taille petite et moyenne, ça a des opportunités extraordinaires. Je vois souvent qu'il faut être gros, plus grand, que le capital investissement va se consolider. Oui. Nous sommes restés fidèles à notre ADN depuis le début. Nous investissons dans des entreprises petites et moyennes. Il y en a énormément. Nous avons le choix. Nous ne sommes pas condamnés à investir parce qu'il n'y a que 2 ou 3 occurrences par an. Et nous les faisons grandir. Alors, ce sont les dirigeants, évidemment, qui les font grandir, mais nous les aidons à grandir. On a des histoires extraordinaires. On a des histoires de sociétés qui, aujourd'hui, quand on les a acquises, valaient quelques dizaines de millions et aujourd'hui valent 1 milliard. Donc, ces fameuses ETI que l'Allemagne a développées pendant des siècles, si je puis dire, enfin, en tout cas pendant 150 ans, notre industrie, et nous particulièrement chez WCP, nous en avons créé quelques-unes. Et nous sommes un peu des fabricants d'ETI, si je puis dire. Mais justement, dans le private equity, on a entendu beaucoup ces derniers temps qu'il y allait avoir des consolidations, peut-être des fusions de fonds, qu'il y a des problèmes avec des sorties d'entreprises qu'on n'arrive pas à valoriser correctement. On a ce matin le dossier Carmat qui ne trouve pas de fonds, le dossier ACI qui dit que les investisseurs ne le suivent pas. Comment vous voyez évoluer le marché? Alors, il y a des tendances contradictoires. Tout d'abord, effectivement, il y a des grands investisseurs mondiaux qui, eux, veulent investir des montants significatifs. Alors, ceux-là vont vers les grands fonds internationaux. On en a quelques-uns en France, que ce soit dans l'investissement dans les entreprises ou les infrastructures. Mais il y a tout ce terreau d'entreprises de taille petite et moyenne qui ne peut pas être adressé par les grands. Donc, je ne crois pas du tout que le marché va se consolider jusqu'à représenter quelques acteurs dans chacun des pays ou dans le monde. Parce que ce niveau-là d'entreprise ne pourra pas être approché par les grandes structures. Vous êtes dans votre couloir de nage, en fait. Alors nous ne faisons que l'investissement en equity, en actions. Nous sommes restés très, très disciplinés là-dessus, mais effectivement dans différents segments. Alors le LBO généraliste, la défense, l'impact, ce sont des stratégies qui sont menées par chacun de nos fonds de manière autonome. Sur le financement de la défense, les choses bougent. On entendait Jean-Baptiste Huette raconter que des familles dans le private equity s'intéressent désormais au secteur. On a raconté que la BNP avait changé sa politique de financement des armes, ne parle plus d'armes controversées. Tout ça, ce sont des bons signaux? Oui. Vous savez, quand on a commencé à lever notre fonds défense en 2020, on était assez seuls. Oui. Et on s'est opposé, on nous a opposé beaucoup l'ESG en disant c'est pas possible. Bon, c'était sale. C'était du financement sale. C'était vraiment pas bien. Alors, depuis, il y a eu l'Ukraine, il y a eu Trump, et évidemment, ça a changé complètement le paysage. Et aujourd'hui, je dirais d'une certaine façon, tout le monde se sent obligé, d'une façon ou d'une autre, de participer à l'effort. Donc, par rapport à ce qu'on a connu, par rapport aux difficultés du secteur, que ce soit en dette ou en capital, il y a aujourd'hui, je pense, pas mal de réponses apportées aux besoins. Et vous voyez des valorisations sur le secteur s'envoler. On parle de Rheinmetall, par exemple, qui a vu, mais ses côtés, qui a vu sa valorisation exploser, son titre monter très fort. Vous voyez des choses dans le même ordre dans les entreprises que vous suivez? Le secteur, effectivement, a beaucoup monté, notamment pour les sociétés cotées. Pour les sociétés non cotées, c'est beaucoup plus difficile. Nous nous intéressons à des entreprises petites de la supply chain de la défense, tout d'abord en France, et j'espère bientôt en Europe, pour faire de la consolidation, pour faire que ces entreprises, qui sont en général de très bonnes entreprises sur le plan technologique, soient plus fortes et puissent apporter un service à la défense qui soit permanent, à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire capacité de fabrication, rapidité de livraison et élargissement de leur gamme.
On a vu Éric Trappier de Dassault Aviation ces derniers temps dire le SCAF, on peut le faire, nous, chez Dassault, on veut que la France soit leader, on en a marre de tergiverser, laissez-nous le dossier. Est-ce qu'il a raison d'agir comme ça et de taper du poing sur la table? Alors, c'est vrai que Dassault a toutes les qualités aujourd'hui pour faire le SCAF tout seul. Bon, maintenant, il y a d'autres considérations qui sont liées à la situation géopolitique de l'Europe. Donc, je ne me prononcerai pas spécialement sur le SCAF, mais je pense que l'avenir de la défense européenne, c'est aussi de multiplier les collaborations. Et simplement, évidemment, une collaboration, c'est très difficile à monter sur le plan industriel, et il est bon qu'il y ait un leader. Vous nous avez dit 3 acquisitions, 3 engagements par an. Je crois qu'on en a déjà 2. Il y a Bio&Co que vous venez de récupérer, et puis il y a eu une autre acquisition dans la défense. Est-ce que la 3e arrive? Alors, nous avons déjà fait 4 acquisitions dans la défense. Cette année? Non, au total, donc 2 et 2. Nous avons fait dans notre activité LBO, sur notre 4e fonds qui a commencé au début de l'année dernière, nous avons fait 6 acquisitions. Donc vous voyez, il y a de quoi nourrir. Il se passe des choses. Il se passe pas mal de choses. Merci beaucoup Serge Wimbert d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.